Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait l'exercice habituel, on commence par le Bitcoin. Je vais donc répondre à la question que vous avez été nombreux à me poser hier. Si, comme moi, vous vous êtes retrouvés sur le carreau pour une raison X ou Y, moi je vous ai expliqué pourquoi, c'est simplement une petite erreur de timing, totalement involontaire, mais c'est comme ça, et mon petit est plus important que le trading. Donc voilà, il y avait cette petite erreur qui fait donc que moi je suis sorti là sur le Bitcoin et que j'ai pas pu re-rentrer. Malheureusement, donc maintenant il y a deux options, soit on court après les prix, soit on laisse faire et on attend éventuellement des pullbacks intéressants à faible risque. Moi je choisis clairement la deuxième option, je n'aime pas courir après les prix, même si encore une fois, si c'est votre choix, faites-le, assumez-le. Mais moi, je fais pas ça. Donc je m'en fous, si les prix continuent de tomber sans moi, tant pis, c'est bien dommage. C'est vrai que ce scénario, je l'ai bien travaillé, mais malheureusement, voilà, je vais peut-être pas pouvoir bénéficier de l'extension des prix à la fin du mouvement. Il y en aura d'autres, je pense qu'il reste une vague de baisse à faire derrière. Soit celle-là, et dans ce cas-là, on sera dans une vague 3 étendue, c'est-à-dire si on vient chercher 161,8, c'est clairement vague 3 étendue. Si on s'arrête là, on peut tout à fait avoir une vague 3 non étendue, revenir chercher une 4 en overlap. Donc moi, c'est là que je cherche. Voilà. Comme je vois que ce niveau, on ne l'a pas traité et qu'ici, on n'a même pas fait de petit pullback, qu'on s'en est juste, en fait, on l'a juste traversé le niveau, comme s'il n'y avait rien du tout ici. Je pense que ce prix-là, on va devoir revenir lui dire bonjour. Donc je m'attends à... en fait, là, voilà, vendre aujourd'hui, oui, peut-être, pour viser ça. Ok, mais le problème, c'est qu'il faut un stop ici. Et voilà, moi, en termes de ratio risque-rendement, encore une fois, vendre pour gagner 1 en risquant 2, c'est ce que font les suiveurs de tendance. Moi, je ne fais pas du tout ce genre de truc. Encore une fois, je respecte ces stratégies-là, il n'y a pas de problème. Là, il y a quasiment, il y a énormément de chances qu'on se dirige vers là quand même. Mais encore une fois, comment on va y aller? On peut très bien remonter là d'abord, et si on remonte là d'abord, c'est vachement plus intéressant de vendre ici. Bref, ce que je vois, c'est que donc ici, on a une résistance qui est bien forte, qui a été traitée. Enfin, on s'en rapproche, ça rejette. Celle-là, je vois qu'on va très probablement revenir la tester. Maintenant, je ne sais pas encore quand. En tout cas, je dirais que cette zone de prix, là, les 7008, ça commence sérieusement à demander et à attirer les prix. Et puis, ça nous amènerait vraiment sur un overlap de vague 1 tout à fait logique dans une construction héliotiste du prix. Donc voilà, moi pour ma part, je ne vends plus le Bitcoin, même s'il reste clairement baissier, c'est-à-dire impossibilité complète d'acheter ça. Ou alors vraiment en étant super chaud et contre-tendance, en sachant que pour l'instant, aucun signal ne permet de faire une telle chose. Je vais regarder quand même si des fois il n'y aurait pas... Non, voilà. La dernière fois qu'il y a eu un signal, c'était ici sur donc de la survente. C'est là où moi je suis sorti, pensant que les boules pourraient nous jouer un petit revers rapidos. Ça a été complètement annihilé. Là, il n'y a plus aucun signe de momentum acheteur. On est par contre passé en sine wave sur un cycle faible. D'accord, donc c'est pas un TP, c'est rien du tout. Théoriquement, ça inviterait à penser qu'on est plutôt vers le scénario où on va être en vague étendue. Maintenant, bon voilà, moi je pense qu'acheter c'est pas possible, mais vendre là c'est totalement impossible pour moi. Maintenant surtout encore plus, puisque là il resterait ça à viser, avec un stop à mettre là, c'est clairement pas possible. Voilà. Donc moi je préfère attendre, encore une fois, rater un mouvement, ça me gêne pas en soi. Là c'est juste, voilà, c'est une erreur de gestion bête et méchante due à des éléments extérieurs, sinon j'aurais clairement été encore dedans, mais là non, c'est plus le cas. Donc je ne touche plus le Bitcoin pour l'instant. On regarde d'un point de vue daily si j'ai de nouvelles informations qui arrivent sur ce time frame, nada. Mais attention, mèche basse hier avec clôture positive, donc vous amusez pas non plus à spéculer sur le fait qu'aujourd'hui c'est nécessairement gagné. Attention, on peut très bien tenir le support ce matin, remonter et créer une morning star. Dans ce cas-là, ici on aura bien formation du support, retest de l'overlap et derrière soit on rebaisse, mais après soit on remonte et les acheteurs gagnent. Après, encore une fois, moi je pense que maintenant ce qui nous drive, voilà, c'est ce canal de baisse dans lequel on est assez visiblement. La question, c'est juste de savoir donc si le momentum est vraiment bear, on ira probablement chercher le bas du canal. En tout cas, je ne vois pas de raison qui serait contre-indiquante. Maintenant, attention, on peut très bien s'arrêter là. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est terminé. Et moi, en tout cas, je ne vois plus de raison d'être super bear. Je vais vous donner un autre canal qui était l'ancien. D'accord, donc le canal des sous-vagues, là. Voilà. Donc tant qu'on reste plus ou moins dessous, effectivement, je dirais c'est plutôt bear. Mais attention, dès qu'on se remet à réinstaller des clôtures là-dedans et à repasser le milieu du canal, c'est-à-dire en fait là il y a encore un petit cluster où ça reste très légèrement vendeur, vous voyez, entre la médiane du gros canal et celle-là.
Là, effectivement, pour l'instant, ça revend, mais il suffit qu'on y remonte une nouvelle fois. Cette fois, ce sera support. Hein, voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas de frein, pas le moindre frein avant 7009, 8000. Moi, en tout cas, pour ma part, j'attends ces prix-là pour espérer revendre, quoi. Si on va les chercher, pourquoi pas, attention, mais voilà. Mais je vois difficilement comment on pourrait s'affranchir de ne pas aller retester ces prix-là, tôt ou tard. Maintenant, est-ce qu'on va là d'abord, ou est-ce qu'on vient ici et ensuite on enfonce tout? Voilà, moi je ne sais pas. Je pense que pour aller bas sur le Bitcoin, le plus rationnel, ce serait effectivement de faire ça, c'est-à-dire remonter, redonner un peu d'air, et puis ici, évidemment, derrière, on enfonce et on s'attaque aux 6 000 $ d'un coup. C'est-à-dire que remonter là, derrière, il ne resterait plus qu'une vague bien baissière, éventuellement. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de boule de cristal. Maintenant, voilà, moi je ne pense pas qu'il faille acheter pour l'instant. Donc, pour les vendeurs, restez dedans. Hein, voilà. Il n'y a pas de raison de se racheter, je pense. Pensez quand même que si ça commence à buter, il faut encaisser des petits profits partiels, mais pour l'instant, rien ne suggère ça. Tout semble diriger vers cette zone-là. Hein. Voilà. Pour être franc, c'est plutôt pour l'instant, ça dirige vers la zone des 7000. C'est là où se trouve le support, là où se trouvent les extensions Fibo. Sine wave contre-indique rien du tout. Le momentum reste bien bear. Normalement, ça devrait y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Côté Ether, pareil, hein, voilà, je pense qu'il reste une petite vague de baisse à faire. Là, par contre, il y a un signal de vente sur l'Ether. On est bien, médiane de canal, bear, surachat. Normalement, ça devrait donc pousser au moins vers un retest du précédent support, donc 564, sachant qu'on n'a toujours pas testé les vrais supports. Je vois pour moi minimum 540. Je pense que c'est l'objectif. Donc effectivement, j'aurais tendance à penser Ethereum plutôt baissier qui va tirer le Bitcoin, etc. Voilà. Mais c'est vraiment les dernières phases de tendance, donc il ne faut vraiment pas y mettre de levier parce que le stop est supérieur à l'objectif. Et donc dans ces cadres-là, il ne faut pas franchement s'amuser à faire fort. Voilà pour des parties crypto, donc pas d'achat. Pas de vente possible non plus, sauf si c'est du suivi de tendance. Donc très faible levier, et on espère juste grappiller les miettes. C'est un peu tout ce qu'on peut tirer dans ces trucs-là. Voilà pour la partie crypto. Pour la partie indicielle, voilà, j'ai envie de dire la magie de Wall Street opère. Donc hier, encore une séance un peu rocambolesque. On va y aller même carrément en 15 minutes. Voilà. Donc un truc comme ça. Hein. Donc c'est Wall Street. Non, on vend pas. Wall Street, c'est... Peu importe ce que vous dit, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les conneries monumentales que peut sortir Donald Trump. Non, moi je vends pas à Wall Street, je lâcherai rien. Voilà, donc Wall Street, c'est en mode tu veux me vendre, je t'emmerde. Donc hier, ça survend, le marché rachète. Donc on est bien dans une structure où, quand vous voyez en 2 heures, hein, voilà, break haussier, break baissier, donc c'est du pur ranging. Le coupable, c'est lui, hein, bien évidemment. Donc le VIX, ça y est, qui est en train donc de lancer sa phase de décrochage, exactement comme précédemment. On suit les mêmes schémas, on prend les mêmes et on recommence. Donc le VIX qui s'attaque au support, toujours sans raison, mais encore une fois, je vous l'ai dit, il y a une manipulation, il ne faut pas chercher à rationaliser, tout comme dans les bulles et les cracks. Hein, on est dans un marché où il faut comprendre la psychologie de ceux qui font ça. C'est qu'ils n'ont plus le choix. Il y a trop d'argent en jeu, ils ne peuvent plus faire machine arrière, ils sont obligés de manipuler le marché. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le marché va se mettre contre eux et ça va leur coûter très cher. Donc voilà, hein, ça finit toujours mal les manipulations, je vous l'ai toujours dit. Donc on va laisser les prix avancer, rentrer dans une zone où il sera statistiquement intéressant de se positionner contre ceux qui vendent cette volatilité et espérer qu'ils arrivent à sortir à temps. Sinon, tant pis pour eux, il faudra les démonter. Donc moi j'attends, encore une fois, je vous l'ai dit, je patiente, mais je vais démonter l'ensemble des indices quand le VIX sera dans ma zone. C'est-à-dire que là, la plupart des indices sont retombés hier. Dans des amplitudes, on va dire, plus ou moins marginales. Aujourd'hui, évidemment, ça tente de se reprendre. Vous avez bien compris, on a mis un bon gros coup d'extincteur sur la volate. Donc les indices vont essayer de revenir tester des résistances. Résistances qui, cette fois, ne seront plus franchies. Hein. Voilà, il faut bien être clair. Tout ce qui est zone euro, il n'y a que les US qui vont probablement essayer de franchir un peu les résistances avec ce VIX manipulé. Mais le reste du monde a bien vu maintenant la manip. Je pense que plus personne n'achète les indices. Tout le monde a bien compris que c'était bien trop dangereux d'aller s'y risquer et que ça partait plutôt au sud bientôt. Donc voilà, hein, ça lâche les gains sur la plupart des indices européens et américains. Maintenant, encore un peu de patience. Je vous rappelle que les structures, hein, par exemple, si on prend le CAC 40, mais là je le prends en global return, mais si on le prend en version CAC, celui que la plupart des gens voient, hein, mais voilà.
La structure, elle est facilement identifiable là. Hein. Voilà, il suffit bien sur la trend line. Là, il est bien sur la trend line. D'ailleurs, ça c'est moche. Hein. Bon, enfin voilà. Donc faites attention, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le sommet. Même si pour moi, tout ça, c'est une structure de sommet. Hein. Vous voyez bien ici l'accumulation, l'exagération, le retracement. Normalement, un truc comme ça, c'est terminé. On est bien sur une structure en porte-voie, c'est-à-dire des biseaux en élargissement. Je pense que c'est terminé. Pour le CAC, de toute façon, on a les mêmes structures. Hein, Eurostoxx 50 en vachement plus bear. C'est pour ça que moi, c'est sur celui-là que je favorise. Les mêmes signaux baissiers. Enfin, voilà, moi je vous l'ai dit, hein, encore une fois, je peux me planter des fois sur le timing, c'est-à-dire que j'ai commencé à chercher à les vendre par là, moi, les indices européens et compagnie. Je me suis peut-être un petit peu détaillé sur le timing. Maintenant, je peux vous garantir que j'y suis dedans et que je commence déjà à planifier mes renforts. Pas pour tout de suite, je vous dis, j'attends que le VIX termine sa connerie. Dès que le VIX termine sa connerie, je renforce le S&P 500. Enfin, je prends les ventes sur le S&P 500. Pour le moment, je ne vends pas. Donc ce sera vente S&P 500, renfort Eurostoxx 50, vente Dow Jones, vente DAX. Je vais vendre tous les indices. Voilà. Vraiment, je vendrai tout le monde de chez tout le monde. Le JPN, j'en ai déjà, je renforcerai. Le Hang Seng, j'en reprendrai. Voilà. De toute façon, moi, je vais orienter mon portefeuille gros retour du risque pendant l'été. Et c'est probablement le deuxième énorme swing de l'année que je vais me faire. Si ça déclenche, il va de soi que je vais quand même garder un risque assez limité au déclenchement du scénario, puisque de toute façon, je pense qu'on va avoir le déclenchement. C'est-à-dire je vais mettre du levier parce que je vais pouvoir probablement sécuriser les positions très vite. Je m'explique. C'est-à-dire que sur le VIX, je vais y aller fort. Hein. Je vous le dis direct, je vais y aller très fort. Je vais probablement risquer 5%, c'est-à-dire que je vais mettre plus que mon max drawdown. Mais là, ce scénario-là, je le vois bien. Et j'ai franchement envie de faire du pognon dessus. Donc, je ne vais pas non plus mettre du all-in. Hein. 5%, c'est juste le double de ce que je m'autorise normalement comme levier max. Mais là, on est vraiment sur un scénario tellement gros, on a tellement tiré sur l'élastique que je vois difficilement comment je ne pourrais pas sécuriser la position. Donc, je vais probablement acheter mon VIX là, le sécuriser sous la première résistance. C'est-à-dire qu'arrivé là, j'aurais déjà payé tous mes stops, tous mes machins. Et évidemment, il va de soi qu'après, si ça passe, je vais y aller gentiment. Hein. Voilà. Le gold, même chose, hein, ce sera acheté et renforcé. Enfin, c'est déjà acheté le gold, j'en renforcerai au même moment que le VIX arrivera en fin de manip. De toute façon, vous voyez que ça commence à mal se passer hein, pour ceux qui jouent la volate. Je vais vous donner tous les éléments qui vous montrent, qui laissent à penser que ça va couiner cette fois et que on est bien sur le dernier cycle de vente de volatilité. Le yen est acheté. Voilà, donc regardez la structure du yen. Hein. J'aime autant vous dire que là, effectivement, ils peuvent vendre un peu de yen à court terme pour permettre de faire rebaisser le VIX. C'est-à-dire la petite manip. Hein, on va très probablement avoir un petit repli du yen, là, une détente un peu du risque. Donc le gold, pareil, pourrait probablement retracer un petit peu, mais on est bien là dans un schéma qui va repartir à la hausse. On est bien en overlap de la une, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4 assez profondes. Et là, malheureusement, je pense qu'on est reparti pour une phase de hausse et pas une petite. Donc à voir, hein, mais il me semble qu'il manque toujours une vague de hausse sur ce marché-là. Je vois bien une vague 1, une vague 2, ça c'est une 3 intégrale, d'accord, avec donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me semble qu'il reste une 5 à venir pour venir chercher probablement là, cette résistance. Donc c'est pas non plus aller faire des sommets excessivement plus hauts, hein, mais il manque pour moi une vague de hausse et ça fait quand même une appréciation facile de 5-6% sur le yen. Donc ça, direct, vous l'enlevez sur les indices. Hein, c'est-à-dire dans la baisse, il y aura déjà 6% de baisse qui partiront dans le yen. Même chose probablement sur le gold. Enfin, voilà, je vous dis, de toute façon, ça va partir dans les refuges. Il y a 10 et quelques pourcents de gains à faire sur le gold, 6% minimum à faire sur le yen. Enfin, voilà. Le dollar qui va retracer. Enfin, normalement, les indices européens ils vont se prendre des claques, mais monumentales. Européens aussi, hein, on est bien d'accord. Là, tout le monde va se faire dézinguer. Et alors, la Chine, je vous en parle même pas. Donc voilà, hein, moi je pense que là, c'est le compartiment intégral action qui va marquer les signaux de la fin de la tendance haussière. C'est là où on va casser les esprits des permaboules. On va vraiment voilà, dans la psychologie, ce que je devrais voir donc dans les prochains jours, dans la partie psychologique, c'est je veux voir les permaboules comprendre que la fête est finie. C'est-à-dire on leur recolle un bon 15-20%, ils capitulent, ils comprennent que ça y est, on arrive sur la fin du cycle. Ils arrêtent leur stupiderie de permaboulisme. On achète tout, on est toujours en tendance. Non, la tendance, et au bout d'un moment, il faut savoir
falloir comprendre qu'elle s'arrête. Hein. Toute tendance n'a de justification qu'un point de départ et un point de terminaison. Et après, on consolide. C'est ce qu'on appelle un bear market. Et voilà. Mais d'abord, je vous l'ai dit, avant de passer d'un bull market à un bear market, si on n'a pas de bulle, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, enfin, on a des bulles de crédit, mais on n'a pas de bulles spéculatives. Quand on fait ça, tout simplement, en fait, on range un petit peu, c'est-à-dire on arrête. Je vous l'ai dit, donc ce sera le contenu éducatif d'aujourd'hui. Je répète un truc que vous avez normalement déjà entendu, mais encore une fois, c'est par la répétition que les choses rentrent. Quand on est en fin de cycle dans un marché, d'abord on range, d'accord, et c'est le moment où les profits plafonnent. Quand les profits plafonnent, je vous l'ai déjà dit, les indices ne baissent pas. Les indices ralentissent et se mettent à arrêter de monter. Et ce n'est que quand les profits partent à la baisse et que les éléments macroéconomiques, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une hausse du chômage, des trucs comme ça, ce n'est que quand les éléments se dégradent réellement qu'on a des baisses. Alors que, et je vous l'avais expliqué, il n'y a pas le même paradigme quand on est au début du cycle économique. C'est-à-dire que généralement, les prix arrêtent de baisser même quand les éléments se dégradent toujours dans l'économie réelle. C'est-à-dire que le marché anticipe toujours le meilleur et retarde toujours le pire. C'est-à-dire qu'on attend que le pire soit vraiment dans la macroéconomie pour vendre des actions. Par contre, on en achète avant que les choses s'améliorent. Toujours comprendre ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours un biais positif dans l'économie et que les indices montent toujours et que les cycles économiques. Voilà, le marché économique, encore une fois, il n'a que pour seule vocation que de créer du pognon. Hein. Voilà, on ne va pas sur les marchés pour faire baisser les marchés. On va sur les marchés pour gagner de l'argent et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, hein, on ne lutte pas contre ça, mais on est bien à la fin du cycle économique. Moi, j'en suis persuadé, à moins qu'on crée une bulle complètement stupide, mais je ne vois pas les éléments de cette bulle arriver. Puisque là, à chaque fois qu'on voit des gens acheter, hein, regardez, la dernière fois que je vous l'ai dit hier, hein, la dernière fois qu'il y a eu un bon gros paquet d'achats d'ETF, c'était là-haut, et regardez comment ça s'est terminé. Ici, 5 milliards d'achats d'ETF, le marché les a dégommés derrière. Même chose ici, la semaine dernière, achat historique d'ETF, on est toujours sous des résistances, les gens achètent, vous avez compris ce qui va se passer, hein. Ça va très probablement donc se casser la gueule. En tout cas, moi, je mise clairement en ce sens-là. Et alors là, je vous dis, tous les supports, je les renforce derrière. Il y aura pléthore de stops à ramasser, tout comme là. Hein, si ça tombe, il ne faudra pas vous attendre à des pullbacks. Je vous l'ai dit encore une fois, hein, ce sera de la latéralisation et des poursuites baissières à chaque fois. Tout le monde voudra lourder ses actions. Pas nécessairement vendre toutes ces actions encore, je vous le rappelle. C'est pour ça que je ne pense pas que ce sera une fin du monde. Mais il faut être conscient que les leviers boursiers aujourd'hui sont très, et trop majoritairement sur les actions. C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup d'actions en ce moment, pensant que comme il n'y a que ça qui est rentable, il faut y aller. Le problème, c'est que évidemment, il faut y aller tant que les profits sont en hausse, parce que les prix montent et que plus on a d'acheteurs, plus les valorisations augmentent, patati patata. Le problème, c'est que comme là, on arrive probablement sur le plafond des profits, c'est-à-dire que pour moi, le Q1 2018, ce sera notre plafond de profit. C'est-à-dire que maintenant, on ne rehausse plus les perspectives de profitabilité des entreprises. En global, hein, je parle des moyennes. Il y a certaines entreprises qui améliorent toujours leurs profits, d'autres qui commencent à dégrader. Dans la moyenne, on n'attend pas de hausse de profit sur le Q2. Donc vous avez compris ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on peut monter, ça veut dire qu'on peut justement ranger. Et pour moi, ce triangle n'est pas une structure de range, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et puis c'est surtout qu'on n'a pas du tout retouché des supports. Ici, on s'est arrêté n'importe où. Ils sont là, les supports. C'est là qu'on doit revenir tester. Donc mini cette zone-là. Et franchement, moi je pense que vu la connerie et vu la durée de l'accumulation, et le fait qu'on a piégé des particuliers ici, puisqu'ils ont encore acheté le marché, je préfère être pragmatique. Est-ce que vous voyez des signaux d'achat ? C'est tout rouge, c'est tout à vendre. Et pourquoi les gens achètent ? Parce qu'ils sont bêtes. Et pourquoi ça va baisser ? Parce qu'on va péter leur stop. Je pense que c'est aussi con que ça, en fait. Mais il suffit de voir ce qu'il y a sur les graphiques et d'appliquer bête et méchamment. Moi, là, je vous dis, je m'attends à ce qu'il y ait une petite manipulation de marché qui nous pousse légèrement plus haut. C'est pour ça que pour l'instant, je ne vends pas les indices US. Par contre, si on pète le support, je vous dis, j'y vais direct. Hein. Je n'hésiterai pas une seule seconde à vendre tous les indices américains. Mais pour l'instant, je pense que la petite manipulation, elle peut monter un peu. Je pense qu'on en est là, en fait, et qu'ils vont essayer de nous mettre une belle grosse bleue, là, pour la fin de semaine ou lundi prochain, et puis mardi, ça se dégrade, PIB, on commence à enfoncer les supports, et derrière, c'est la Bérésina. Je pense sincèrement que c'est ça le schéma qu'on a actuellement, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on va casser longtemps, mais qu'on va avoir une petite cassure stupide, juste pour faire rentrer un max de gens, faire remonter les stops, et derrière, bam, on dézingue tout, et encore une fois, hein, je répète, c'est très important de comprendre ça. Ma target, elle est à 13% de baisse
même en rajoutant encore un petit % de valo. Ça veut dire que sans problème, on peut même aller plus bas, aller ici par exemple. Voilà. Il ne faudra pas être surpris. Moi, je pense que sans problème, on peut enquiller. Alors là, ça fait 20%, c'est peut-être quand même un peu beaucoup. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Ah voilà, ça fait 15 à 17. Voilà. C'est ce que j'avais calculé de toute façon. Moi, je pense que mini, c'est 12% à Wall Street. Et je pense sincèrement qu'on ira un peu plus. Ah, pourquoi il y a des trucs qui m'échappent là? Pourquoi tout à l'heure, il m'a calculé 21%? Ah oui, ok, bah oui, parce que si vous prenez à la hausse et à la baisse, non d'accord. Donc le point d'origine, c'est bien là. La baisse de valo, elle fait pour moi, voilà, à peu près 15%, et c'est à peu près par là qu'on s'arrête. C'est-à-dire que je pense qu'on vient là, moi ici j'arrête de vendre et je commence à chercher des achats, d'accord, hein. Encore une fois, comme toujours, je suis un trader contrarien, c'est-à-dire que moi je cherche les bornes. Donc quand le marché sera toujours en train de baisser, je commencerai à l'acheter moi. Mais il va de soi que moi je suis toujours un coup en avance, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après je peux me rater une fois ou deux au départ, mais je finis toujours par avoir le bottom et le sommet, hein, normalement, si je fais bien mon travail. Donc bref, voilà, l'ensemble des indices à vendre, toujours le même délire, hein, donc patience sur les secteurs liés à la corrélation indicielle, donc tout ce qui est gold pour l'instant peut être sujet à manipulation, même chose que le yen. C'est pas les actifs qui sont manipulés, voilà. Il faut comprendre qu'on ne manipule pas le gold et le yen, mais comme ils sont corrélés, et comme ils sont liés de près ou de loin à ce problème qu'on a sur le VIX, et qui en fait c'est comme une tentacule. Aujourd'hui le VIX c'est un marché qui est complètement illiquide, et pour une raison stupide, le marché intégralement suit le VIX. C'est-à-dire que les actions ne sont pas vendues à cause du VIX. Et comme on ne vend pas les actions, on n'achète pas encore trop de gold parce que la liquidité, je vous l'avais parlé de ça, la liquidité dans le marché, c'est des vases communicants. Ça passe toujours d'un vase à un autre. Et en fait, on commence à verser dans le vase et puis d'un coup, c'est tout le vase qui s'écroule et qui passe dans un autre. Donc pour l'instant, on voit que ça commence à déborder un peu sur le vase action. Mais encore une fois, on n'est qu'au début du transfert de liquidité. Vous voyez que ça commence à acheter un peu de gold et de yen, mais encore une fois, on n'est pas encore sur le moment où la tendance s'est vraiment installée et où tout le monde déverse ses paquets de pognon hors des actions dans les actifs refuges. Ça viendra, je pense, sans problème dans les prochains jours, mais encore une fois, il faut un déclencheur. Et pour moi, ce déclencheur, il n'est pas possible pour l'instant, puisqu'on voit que les mecs qui manipulent le VIX, ils veulent que le marché tienne pour l'instant, et on va les laisser faire jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur connerie, ou alors qu'on les prenne à contre-pied, hein. Voilà. Encore une fois, la manipulation, s'ils sont prêts à contre-pied, ils vont devoir se racheter encore plus rapidement. Donc, moi, si ça pète des résistances sur le VIX et qu'on casse les supports sur le S&P, je vous l'ai dit, j'y vais direct. C'était... voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à regarder? Le gaz, bon, c'est plus ou moins stable. Les taux, alors les taux en zone euro, là, on atteint du gros n'importe quoi. Donc, je rachète du 10 ans allemand. On est sur le support qui était anticipé, hein, donc voilà, dans cette zone de prix, je surveille donc tout signal acheteur qui pourrait arriver. Ça ne saurait tarder, hein, vous voyez, Sinewave est bien dans la zone où on peut commencer à chercher des achats. On voit bien la repli ici en deux vagues. J'attends donc d'avoir un petit premier signal de momentum, donc j'attends de voir comment va se comporter cette bougie. Si on peut avoir une mèche basse qui fera donc une pattern de survente, je pense. Si j'ai de la survente au momentum, il va de soi que je rachèterai les taux, hein. Voilà. Donc pour l'instant, je patiente. On va regarder en 2 heures ce que ça donne si on a des pré-signaux. Pour l'instant, rien du tout. Mais voilà, on est déjà sur un cycle acheteur faible. La target est là, donc je pense que pour moi, la zone d'achat se situe donc là-dedans. Donc entre le support chartiste et la target sine wave, j'attends maintenant donc d'avoir une confirmation quelconque du momentum pour passer acheteur de taux, vendeur de bond, de T-bond, non de Bund, voilà, vendeur de Bund. Il va de soi que je revendrai les T-bonds en même temps, hein, voilà. Mais je pense que là l'obligataire, on a bien poussé, on a bien fait les cons et on va repartir, je pense, sur une cycle haussier. Parce que là, honnêtement, un 10 ans allemand, même recherché, il faut être conscient qu'on se dirige vers la fin du QE. Donc au bout d'un moment, on va effectivement aller acheter des bons du Trésor allemand, parce que c'est une valeur refuge, mais la fin du QE, c'est quand même un bien plus gros catalyseur que des investisseurs qui vont se positionner sur de l'obligataire. Donc, encore une fois, je vous rappelle, les Bund allemands, même avec la santé de l'économie, et en plus, elle se dégrade, hein, la santé de l'économie allemande, donc je ne comprends pas ce qu'on fout avec des Bund à 0,40. Enfin, ce qu'on fait avec un taux allemand à 0,45, on devrait plus être proche des 85, voire 1,20. Donc, je vous invite à être prudent si vous vous amusez à acheter les contrats de taux. Pour moi, ça ne sent pas très très bon cette affaire.
Voilà, donc patience, mais je pense que le cycle de réappréciation des taux en zone euro est en train de s'installer doucement mais sûrement. Donc patience dans cette zone-là, mais je pense que des achats de bonds, enfin des ventes de Bund sont possibles et à surveiller dans les prochains jours. Peut-être voilà, passer quelques jours à travailler la zone, mais évidemment, je pense que c'est une réaction haussière qui suivra, donc baissière sur les Bund. Le gaz, toujours pareil, je patiente, on est sur la nouvelle échéance, donc j'ai joué mon rollover de contrat. Maintenant, j'attends de voir si on s'extrait du canal pour aller chercher le canal majeur ou si on se replie en partie basse. Dans ce cas-là, c'est pas grave. De toute façon, le gain est encaissé par l'expiration du contrat, donc énorme gain sur le gaz encaissé hier. Je me repositionne sur le nouveau contrat avec un peu moins de levier. Hein, voilà. Un tout petit peu moins, puisque je pense qu'il y a quand même le risque que ça se replie. Maintenant, pour l'instant, je ne vois pas de frein sur le gaz. Je pense qu'on devrait normalement s'extraire par le haut. Donc le gold, on en a parlé. L'US Oil TP1 atteint hier. Voilà. Hop. Donc moi, le TP1, c'était venir chercher ce support. Ça a été fait. Donc je ne suis pour l'instant plus vendeur d'US Oil, mais j'ai tout pris. Hein, donc au final, j'ai choisi de prendre une target 1 à 100%. Bon, j'aurais peut-être pu tirer, maintenant je vois que ça continue de baisser ce matin, mais voilà. Bon, moi c'était un objectif, hein, c'était bête et méchant, hein, mais c'était effectivement un trade échec ici, donc j'avais revendu par là, et je vous avais donc dit je vise un repli vers le support. Maintenant ça peut s'écrouler, mais voilà, je suis pas non plus suprabear. Voilà, moi l'objectif c'était de revenir tester la médiane du canal majeur. Maintenant je vois qu'on bascule en partie négative, on va peut-être venir ici, peut-être. Chercher le bas du canal. Maintenant, pour l'instant, moi, j'ai pas envie de re-rentrer tout de suite. Voilà. Voilà. Pour le moment, ça me semble trop prématuré de dire forcément l'US Oil va s'effondrer. Maintenant, je pense qu'on ira plus bas. Et je pense que 73, c'était le sommet. Mais voilà, je pense qu'on fait une vague 1 et qu'on risque d'avoir une vague 2 ici. Vous voyez, c'est-à-dire regrinder la médiane du canal, remonter doucement, timidement, là, comme ça. Je pense qu'ici, vers les résistances, ça m'intéresserait. Voilà, je dirais par là. En fait, considérez ça comme une zone de range, donc à échouer. Hein. Ici, vous voyez bien qu'on a constitué un range. Voilà. On en a tenté l'extraction haussière 2 fois de suite. Voilà, je dirais il y a un range là, en fait. Vous voyez bien, là où ça comprime un maximum du volume. Ici, on tente une extraction haussière, ça passe pas. Là, on tente vraiment de sortir et on réintègre. Et maintenant, on casse par le bas. Je pense que ce qui nous attend, c'est soit effectivement ça dégringole, soit je pense, hop, ouais, on remonte un petit peu. On vient tester la médiane, là où il y a le plus de volume. Donc, je dirais là, cette zone-là. Je vais vous la mettre ici. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que je pense. C'est ça, pour moi, ça me semble être un bon prix pour me repositionner. Voilà. Donc, je me dis, j'attends que on fasse plusieurs clôtures là, et hop, un petit pullback. En gros, on termine une vague 1, on revient là, et derrière, je pourrais attraper une vague 2 pour jouer une vague 3, et là, je pourrais targeter peut-être une sortie du canal. Voilà, bref, en tout cas, soit ça tombe ici, dans ce cas-là, j'aurais eu ma target 2, mais bon, hier, j'ai préféré tout prendre. Soit on revient faire un petit pullback ici, et effectivement, là, ça commencera à m'intéresser éventuellement. Je vais mettre une alerte dessus. Voilà. What else? Alors oui, GBP USD, j'ai renforcé ce matin. Voilà, à l'achat, hein, donc c'était achat ici pour ma... Ah non, achat à 1,34. Donc moi j'avais acheté 1,34, j'ai pas renforcé là, par contre je viens de renforcer ce matin. Je target toujours donc la sortie du canal. Pour l'instant, je reste sur des leviers spéculatifs. Hein. La sortie du canal catalysera le placement du stop. Et donc, j'aurai du levier disponible pour renforcer ces positions. Pour l'instant, je reste donc sur du spéculatif. L'euro-yen, je pense qu'on arrive bientôt au bout de la première vague. Pardon, non, je vous dis n'importe quoi. Je pense qu'on travaille et qu'il faut s'attendre probablement à une nouvelle baisse, mais plus sur la partie yen que sur la partie euro. C'est-à-dire que pour l'instant, il serait peut-être plus intéressant de surpondérer la partie USD-yen plus que la partie euro-yen. Maintenant, bon, voilà. Moi, je suis sur l'euro-yen pour l'instant, donc je vais y rester. Le cadre du scénario, c'est ce truc-là. L'objectif, c'est d'arriver dans cette zone-là. Donc voilà, moi, je reste à la vente de mes euro-yen. Il est clair et net qu'il n'y a pas de... Pour le moment, il n'y a pas de contre-indication. Je pense qu'on va breaker cette structure par le bas. Vous voyez, en fait, ici, on a la médiane du canal majeur. Ça devient résistance. Et on a toujours ce canal qui joue sur support. On comprime et on va très probablement, bam, recoller une grosse accélération baissière. Donc l'euro-yen, j'attends. Mais je reste bien vendeur là-dessus. J'attends pour renforcer. Je veux qu'on réaccélère et je renforcerai une nouvelle fois. Pour l'instant, je reste soft. Voilà.
La UDNZD, bon, toujours le même délire, hein, on va le regarder, mais c'est... Voilà, ce truc-là, c'est quand même hallucinant. Hein, mais voilà, la UDNZD, là, c'est limite si j'ai envie de remettre du levier, hein, parce que... voilà, enfin, ce truc est une vraie fusée. Hein, voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait zéro conso, hein, donc là, on a consolidé moins, même pas 23%, je crois. Là, on consolide rien du tout non plus. Ça repart déjà à la hausse. C'est rocket mode. Hein. Voilà, faut être honnête. Ce truc-là, c'est ce que je vous avais prédit. Hein, quand on regarde en daily, voyez, ça remonte. Y a pas de, ça n'intéresse personne à la vente. On a bien tiré. C'est ce que je vous ai dit. On a consolidé bien trop profondément. Au final, on a beaucoup tiré sur la UD à la vente. Et le NZD était monté pour des raisons stupides. Du coup, maintenant, les deux se recorrigent. Et du coup, forcément, ça n'intéresse personne à la vente. Franchement, je ne vois pas ce qui peut nous freiner de toute façon avant cette zone-là. Hein. Donc, ici, on avait bien une petite résistance intermédiaire. Vous voyez que les prix compriment. Je pense quand même qu'on peut avoir une petite réaction baissière ici. Maintenant, moi, honnêtement, ouais, c'était un cycle faible. Qu'on a déclenché par là. Non, où est-ce qu'on a déclenché le cycle faible là? Ah non, il était là, voilà. Ouais, bon, là, il s'est planté. Mais bon, ici, moi, je pense qu'on a déclenché un cycle faible. Donc, dites-vous, regardez, en fait, ici, bottom, cycle faible, et vous reportez ça, normalement, ça, c'est ce qu'on va aller chercher. Voilà. Et ça nous amène pile sur la target. Moi, je pense que, hop, il nous reste une petite vague de hausse à tirer là. Maintenant, moi, je ne m'amuserai pas non plus à mettre tout le levier du siècle sur la UDNZD non plus. Hein. J'en ai déjà pas mal. Donc là, moi, je vais peut-être renforcer, enfin, remettre ce que j'ai sorti là, quoi. Voilà. Maintenant, il faut quand même constater que le côté momentum, on est plutôt divergent. C'est pas détecté encore par momentum. On a de la place encore. Hein. La trail line est pas encore super stretch, ce qui fait qu'on peut quand même encore monter un peu, je pense. Mais faut quand même penser à avoir allégé déjà les achats qui ont pu être faits en bas. Hein. Là, on est vraiment sur des phases où le départ était brutal et ça, c'était prévu. Maintenant, il va de soi qu'il y aura quand même des petits pullbacks après. Hein, voilà. Je pense qu'on ne fera pas de pullback nécessairement jusqu'à l'oblique ici. Mais restez quand même prudent qu'à mon avis, une fois la résistance ici atteinte, on risque quand même d'avoir un petit... voilà. Okay. Ça fait 1, 2, 3. On aura probablement par contre un repli en vague 4 un petit peu plus profond. Voilà. Normalement, on revient chercher là sous 4. Ça veut dire qu'on reviendrait chercher là. On ferait ça, puis on reviendrait là derrière. Éventuellement, derrière, on pourrait avoir une vague 5 assez puissante. Bon voilà, moi en tout cas la UDNZD je reste tranquille. Pour l'instant donc pas de renfort ou alors peut-être un marginal, mais j'ai pas envie de renforcer là sous la résistance. Hein. Si on la franchit éventuellement, pour l'instant c'est pas le cas, donc je reste prudent. Alors je réfléchis, est-ce qu'on aurait oublié un petit quelque chose avant de se laisser? Alors Tesla, est-ce qu'on a pété le support? Pas encore, hein, donc ça travaille, ça travaille, ça travaille. Attendez-vous à une grosse massive red. C'est probablement la première des actions sur lesquelles les investisseurs vont alléger si on voit que le risque revient à Wall Street. Et encore une fois, je pense que ça ne va pas tarder. Maintenant, je veux le voir se matérialiser sur les prix. Je veux vraiment voir le gros décrochage baissier, la grosse rouge avec des gaps. Voilà, enfin, je veux voir la totale, puisque donc on n'a pas fait de... Voilà, encore une fois, comment on identifie une vague étendue? Ce qui fait que là, Tesla, ça peut vraiment dérouiller ici, hein, et on peut sans problème péter le canal des vagues précédentes. Hein. C'est-à-dire le canal qui est là, ça on peut sans problème le démonter, hein, voilà. Et aller probablement ici, voire même carrément, je vous dis en dessous, hein, aller chercher les 185, ce ne sera pas gênant. Tesla, voilà, moi je m'arrêterai quand même à 207, ça fera quand même un joli gain, encore une fois. Mais voilà, il faut être conscient que si ça commence à dérouiller plus sévère que prévu à Wall Street, et encore une fois, il ne faudra pas non plus être surpris si ça devait arriver, Tesla, ça fera partie des premiers à se faire dézinguer. Hein, voilà. Donc pour l'instant, je pense vraiment patience, mais moi je m'attends à ce que ça décolle avec un gap. Donc pour le moment, on fait les malins sur le support, mais hop. En fait, il y a toujours une vague dans une tendance baissière qui démarre avec un gap. Voilà, généralement. Et c'est souvent la vague qu'on appelle la vague étendue, c'est-à-dire la vague qui va durer le plus longtemps. Vous voyez que celle-là, au final, elle a été très courte. En fait, elle a été brutale, violente, mais courte. Et on n'a même pas validé le breakout, puisqu'en fait, la target du break, elle était là, et regardez, on est juste venu la chercher. Donc je pense qu'en fait, ce qui nous attend sur Tesla, le pire est à venir, en fait, je pense. Et regardez encore une fois l'action, hein, voilà. Le prix de l'action, revenir là, c'est stricto minimum. Hein, voilà.
Enfin, c'est pas gênant de revenir là pour l'action. On peut aller plus bas. Voilà. Je veux dire, sans problème, Tesla, théoriquement, ça pourrait aller chercher 160 juste pour emmerder le monde, c'est-à-dire péter les 185 et compagnie. C'est tout à fait possible. Donc vraiment, faites attention. Pour moi, cette action, il y a un vrai gros danger parce qu'elle a été surpricée. Hein. Je ne comprends pas comment Tesla a pu atteindre quasiment 400 dollars. C'est complètement aberrant de faire un truc pareil. Je veux dire, il n'y a pas plus survalorisé que Tesla hein, pour le moment. Maintenant, on est déjà revenu sur des valeurs plus... On n'est toujours pas sur des valeurs normales, mais on est venu sur des valeurs plus acceptables. Voilà. Mais le problème, c'est que là, par rapport à 2015, il n'y a pas vraiment d'amélioration en fait. Hein, du côté Tesla, et on est plutôt en train de se demander si ça ne va pas se dégrader dans le futur. Et malheureusement, les supports qu'on avait constitués pendant toutes ces années-là, c'est plus probablement là qu'on va se retrouver. Voilà. Hein, donc Tesla, moi je pense que ça peut être devenir sanglant. Bon, Apple, j'ai même pas besoin de vous en parler. Hein. En ce moment, de toute façon, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a été Apple addict, ils sont tous en train de se barrer. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, je vois plus personne me défendre Apple. Voilà, je vois que des gens me dire ouais, bon Apple, maintenant, ouais, je me barre, je vais chez Samsung. C'est aussi bien, voire mieux et moins cher. Donc tout le monde se tire. Ils perdent leur clientèle hype et malheureusement, ça va se voir au bout d'un moment. Je ne comprends pas encore pour l'instant. Moi, je constate des choses dans la vie réelle que je ne vois pas dans les chiffres qui sont publiés. Donc je me demande si soit les chiffres sont bidons, soit au bout d'un moment, ça va... Il y en a forcément un des deux qui ment. Et je pense que la vérité se trouve entre les deux. C'est-à-dire que les chiffres sont probablement un petit peu bidouillés. Enfin, pas bidouillé, mais enfin, c'est toujours pareil. Quand on fait les comptes de bilan, derrière, on fait un peu en sorte d'arrondir les angles. Voilà, bon, moi, encore une fois, on est sur une target, hein, donc il n'y a pas de miracle à faire là-dessus. Donc, target, ça bloque. Attendez-vous à la réciproque à la baisse. Hein. C'est-à-dire que là, derrière, si ça redéclenche, Apple, c'est bam, phase baissière. On est bien dans un biseau d'élargissement, et dans un biseau, normalement, les prix ne vont pas chercher l'oblique, d'accord ? Et les sous-vagues se font toujours en deux vagues. 1, 1, 2, ok. 1, 1, 2, ok. Et là, 1, 1, 2. Donc là, théoriquement, si on trouve le sommet qu'on se remet à péter des supports, Apple, c'est game over. Donc encore une fois, attention à la petite hausse à Wall Street, ça peut générer une petite push débile sur Apple, juste pour essayer évidemment d'essayer de déclencher les stops de ceux qui se positionneraient un peu trop vite. Vous voyez que le momentum ne semble pas donner pour l'instant de signaux de fatigue. Maintenant, encore une fois, là, achetez ici, si vous vous trompez sur Apple, c'est-à-dire si vous achetez là pour dire, hop, je fais un petit push, on va chercher par exemple 190, 180, enfin on va chercher 192, c'est bien. Sachez que si vous vous ratez, on ne reverra jamais ce prix avant plusieurs années, je pense. Là, on est en train de faire le sommet historique d'Apple. Hein. Moi, je n'ai aucun mal à le dire. Ça peut se passer là, ça peut se passer à 190, 200. Normalement, on ne peut pas aller à 200. Parce que normalement, on ne doit pas toucher le haut du biseau. Donc voilà, moi je pense qu'on peut s'arrêter, 190, 193, 12. La target sine wave me semble un bon, voilà, 194 grand max, 195 du coup. 195 dollars pour moi, sommet maximum d'Apple. Tout le monde voudra que ça aille à 200, le chiffre rond et compagnie. Je pense qu'on n'ira pas. Et derrière, à mon avis, je pense que c'est un sommet qu'on ne reverra pas avant plusieurs années sur Apple. Donc achetez si vous voulez, encore une fois, mais soyez conscient du risque associé à ce truc-là. General Electric, on va voir. Voilà, on va voir. J'en ai racheté. Je ne sais pas trop, mais je garde ça. Moi, ça, c'est un truc que je garde en portefeuille. Là, pour du long terme, hein, enfin du moyen-long terme. Mais je garde. Voilà, un truc comme ça, j'en veux. Je pense que ça va remonter. C'est vraiment très, très, très... c'est très faiblement valorisé. Et voilà, encore une fois, moi, je sens venir le truc où ça, là, on a bien tiré, on a bien vendu. Et ça l'histoire s'arrête là. Et on est en train de former des creux ascendants. Je pense qu'on va sur un sommet ascendant derrière, c'est-à-dire retourner vers la zone des 40. En tout cas, venir par là. Chercher la zone des 37,70. Voilà donc mon objectif sur cette action. C'est-à-dire, je veux un x2,5. Voilà. Donc, c'est-à-dire acheter par là et faire 150% dessus. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. On surveille tout ça, donc les clôtures seront intéressantes, mais encore une fois, attention à ne pas vous faire esbrouffer par les vendeurs de volates. Donc, faites attention, soyez prudents. Ils vont probablement essayer de vous la remettre cet après-midi. Je vous rappelle donc le thème. Hein. Donc, regardez, les junk bonds ne sont toujours pas vendus. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit de faire attention à ça. Les junk bonds ont même fini en positif hier, donc attention. Regardez ça,
ils sont allés se financer sur le repo. C'est ce que je vous avais dit. Ce pas des stratégies de moyen terme, ce sont des stratégies très court-termistes. Ça fait 2 jours que le taux de repo augmente. Ça veut dire que des gens ont emprunté entre hier et aujourd'hui. Et je vous avais dit que ce serait le dernier cycle. Hein. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut vous attendre à que la prochaine fois qu'on a une montée des repos, on s'installera au-dessus des 2% et ce sera plus possible d'acheter à court terme. Donc en fait, les stratégies court-termistes, pour moi, elles s'arrêtent maintenant. C'est la dernière fois là qu'on pouvait faire des achats à court terme. Et je pense que Wall Street le sait bien maintenant. C'est-à-dire que les petites spéculations de court terme, c'est terminé. On va revenir sur les scénarios de moyen terme. Le problème, c'est que pour acheter à moyen terme, ça se passe beaucoup plus bas. Voilà. Ça se passe 15% plus bas. C'est pour ça que je pense que c'est là qu'on va aller chercher les prix à Wall Street. Donc, si vous voulez vous faire enfumer par les vendeurs de rêves outre-Atlantique, faites-le. Achetez des actions américaines. Moi, je vous dis, ça risque de très mal tourner. Moi, j'oriente mon portefeuille en ce sens et j'espère donc faire de gros gains sur ce scénario. Il va de soi que là, donc, j'ai une configuration technique sur la plupart des actifs que je vais trader. J'attends qu'on arrive sur la zone de prix, j'attendrai qu'on ait des signaux, mais il va de soi que comme là j'ai une très forte conviction et que c'est soutenu par les fondamentaux, c'est-à-dire que là on est tellement décorrélé des fondamentaux que là, fondamentalement on doit se retrouver plus bas, là il va de soi que donc c'est des types de scénarios où je n'hésiterai pas à pyramidaliser mes gains, c'est-à-dire à renforcer, puisque je pense que le mouvement sera brutal, dans le sens où il n'y aura pas nécessairement besoin donc de se protéger contre des pullbacks, c'est-à-dire que je pourrais renforcer les cassures de support sans attendre. Voilà. Je vais imaginer, ce sera le dernier contenu éducatif de la journée. Voilà, par exemple, vous voyez, si je reprends mon S&P 500, dans une action de prix normale, vous voyez, quand on trade une tendance, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on attend qu'une résistance se forme, et ici, boum, on trade la cassure de la résistance, en ayant acheté le bottom, c'est-à-dire ici, on prend son risque spéculatif, puis là, hop, je prends un renfort dès qu'on casse. Mais j'attends qu'on marque la résistance d'abord. C'est-à-dire, j'attends qu'on trouve la résistance, qu'on se replie, qu'on range, et quand on a terminé le range, j'achète la cassure du range, et donc l'affranchissement de la résistance. Ça, c'est ce que je fais en général. Maintenant, il faut être conscient que là, je pense qu'on va avoir un truc comme ça, c'est-à-dire aucun marquage des supports. On va enfoncer les niveaux les uns après les autres. Donc en fait, je pense qu'il faut identifier les supports sur vos graphiques et les vendre. D'accord ? C'est-à-dire que moi, en fait, chaque fois qu'on va arriver sur un support, je vais le vendre direct. Voilà. Parce que je pense qu'on ne s'arrêtera jamais, en fait. On va lancer la machine et la machine, elle va s'enrayer et puis après, tout va casser d'un coup. Donc je pense que premier support ici, on le voit bien, celui-là. Donc en fait, tous les niveaux, je vais vous les donner. C'est tous les prix sur lesquels je vais renforcer à Wall Street. Donc là, c'est le prix d'ouverture annuel. Donc c'est un premier support. Deuxième support, ici. Donc pareil, hein, même chose, on arrive ici. C'est 61% du mouvement haussier. Quand on sera arrivé là-haut, je renforce. Donc ça fait une vente là, une vente là. D'accord ? À chaque fois, je ne double pas le levier, hein, mais admettons ici, je vais vendre une trentaine de contrats de S&P 500. C'est à peu près ça le levier que je vais mettre. Hein. Donc une trentaine de contrats, j'en remettrai 5 là, 5 là, 5 là, 5 là, 5 là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va baisser, je vais en rempiler. Voilà. Et une fois qu'on arrive, rappelez-vous le scénario, c'est de trader le canal. Donc moi, je vends toujours dans la partie haute du canal. La partie basse, je ne peux plus. D'accord ? Dans la partie basse, c'est là où au contraire, je vais commencer à encaisser, c'est-à-dire arriver là, encaissement numéro 1, ok ? Vous avez bien compris le principe. Dans la partie haute, on peut vendre, mais évidemment, on met du levier sur la partie spéculative et ensuite on renforce simplement les positions. Ça veut dire que je vendrai 30 contrats là, arrivé à la cassure de la médiane, j'en aurai 50. Et pourtant, mon prix de revient moyen, il sera toujours là. Parce que j'aurai mis la plus grosse partie là, ici ça va abaisser un peu, ça va descendre là, le cran en dessous ça descendra là, puis là, puis là. Vous voyez, et quand je serai là, mon prix de revient moyen sera à peu près là. Ça veut dire qu'ici, je serai complètement inatteignable par le marché. Voilà. Donc, bref, voilà le scénario. Hein. Donc, c'est qu'on pyramidalise, on identifie donc tous les supports. Il y a celui-là, celui-là. Tout ça, je pense qu'on démonte tout ça. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur le niveau, pour moi, c'est vente. Hein. Voilà. Hop, et donc un petit dernier ici, en cassure de celui-là. Et c'est le dernier short que je prends. Voilà. Ce sont les derniers prix que je prends. Après, tout ce qu'il y a en dessous se trouve sous la médiane. Donc, ça m'intéresse plus. Voilà, allez, bye bye et bon week-end. Pardon, j'allais l'oublier, il faut que j'y pense. On étudie vos questions évidemment à la fin.
Des émissions, j'oublie un petit peu de temps en temps, je vais essayer de me conditionner à ne plus le faire. Donc merci pour le contenu dense. Oui, effectivement, c'est clair que je préfère densifier l'information, mais encore une fois, hein, je vous répète les choses souvent pour que vous vous rendiez compte qu'en fait c'est toujours la même chose, hein, voilà, et que on répète un cycle, on répète des patterns, des schémas, et au début je vous bourre le crâne, et c'est normal que vous trouviez qu'il y ait beaucoup d'informations. Soyez conscient que quand vous aurez suivi les émissions pendant un mois, déjà vous verrez que vous comprenez et que vous pourrez même anticiper 90% de ce que je vais dire, enfin 80% de ce que je vais dire. Il restera toujours 20% de choses que je peux vous apprendre. J'ai quand même 8 ans de bouteille, vous n'allez pas non plus tout comprendre en un mois. Mais voilà, normalement, c'est de la répétition que vous verrez naître le fait que, en final, le trading, au-delà du fait que c'est passionnant comme chose à apprendre, c'est surtout très chiant parce qu'on répète tout le temps la même chose. Alors, où est-ce que tu t'informes pour les achats massifs d'ETF? Tout simplement parce que j'ai vu des articles à ce niveau-là. Peux-tu être plus explicite sur les junk bonds? Je ne comprends pas ce que sont ces bonds. Ils sont financés avec l'argent emprunté sur les taux obtenus sur leur... Non, pas du tout. Alors, rien à voir. Le junk bond, en fait, c'est ce qu'on appelle... donc c'est des contrats d'emprunt, d'accord, donc c'est toujours de l'obligataire, mais c'est de l'obligataire pourri. Ce qu'on appelle junk bonds, c'est ceux qui sont très mal notés, donc ça va être des obligations d'entreprise plus ou moins douteuses, enfin douteuses, pas douteuses, mais qui ont des situations financières pas très voilà. Junk bond, ça veut dire que tu prêtes de l'argent avec un fort taux de revient, d'accord. En fait, considère une chose, tu prends le marché du crédit pour les particuliers, parce que je pense que ça, tu comprendras beaucoup plus facilement comme ça. Donc en fait, le truc, il faut te dire, quand tu prends par exemple jeune couple, dynamique, CDI, bon salaire, tu leur donnes un taux bas parce que tu vas leur prêter de l'argent, tu sais qu'ils vont te le rembourser, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif, c'est d'avoir un maximum de gens comme ça. Comme ça, tu es sûr de retrouver ton pognon derrière, et eux, tu vas leur demander un taux de 1,5, 2%, voilà, bref. C'est le même délire que, par exemple, les obligations d'État. Puisqu'on, par défaut, l'État ne peut pas faire défaut puisqu'il peut imprimer de la monnaie. Donc, enfin, voilà, bref, le délire, hein. Donc ça, c'est un autre problème. Et tu as ce qu'on appelle les junk bonds, c'est-à-dire là, c'est le microcrédit, le mec qui est déjà endetté, qui a déjà 3 crédits sur le dos et qui vient te demander 5000 balles. Lui, tu vas lui dire, ok, t'es gentil, Coco, mais toi, par contre, je vais te proposer un taux à 12%. Voilà. Donc le junk bond, c'est ça. C'est quand tu prêtes à un truc qui a pas peu de chances de te rembourser, mais il y a beaucoup plus de risques que tu ne sois pas remboursé. Donc évidemment, derrière, quand tu achètes du junk bond, tu vas te couvrir et compagnie, mais c'est que tu es prêt à prendre des risques énormes. Mais par contre, évidemment, les taux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le rendement d'un junk bond, oui, c'est plutôt proche de 7 à 10%. Donc ça surperforme souvent les actions. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un appétit pour le risque de ouf, tu vas carrément sur le junk bond, quoi. C'est-à-dire quand tu as tellement de pognon que tu sais pas quoi en faire, tu le prêtes à tout le monde et puis tu te dis, bon, s'il y en a un ou deux qui font défaut dans la masse, j'aurai toujours les autres qui vont payer, et comme je leur fais payer un taux de bâtard, ça paye. Voilà. Enfin, ça marche. Donc voilà, il faut comprendre, le junk bond, c'est le summum de la prise de risque. Donc quand ça allège les junk bonds, tu es plutôt sur une économie tu es plutôt sur un marché protectionniste. Donc les junk bonds, évidemment, ils montent au début des cycles économiques. Ils sont à pleine explosion pendant les phases 3. D'accord. Je vais imager mon propos. Voilà. Donc tu vois, au début du cycle économique, tu vois, donc là, le bottom 2008, boum, ça achète du junk bond. Autrement dit, on a de la liquidité, on a plein de demandes en termes de crédit. C'est là où on fournit donc ce crédit, même si les entreprises ne sont pas encore considérées comme économiquement totalement viables. Ouais, donc tu as les junk bonds qui montent, ça monte encore plus en vague 3, et puis tu vois, quand tu te rapproches de la fin de cycle, ça vend. C'est parce que là, évidemment, on est bien sur la fin de cycle, ça donne quand même, ça remonte, mais tu vois bien qu'on ne fait pas confiance aux entreprises qui sont en difficulté. C'est pas que des corporate bonds, il faut être bien d'accord, il y a plein d'emprunteurs là-dedans, mais voilà, il faut être conscient que donc on prête vachement moins facilement, et ça, c'est typiquement, effectivement, d'un cycle plutôt baissier, c'est-à-dire que plutôt... C'est pas un synonyme d'un marché haussier. Encore une fois, si on avait un marché haussier, là, on serait déjà en train d'acheter du junk bond à plus en pouvoir. Ce serait possible. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'y crois pas trop. Mais c'est à surveiller, cette histoire-là. Alors, autre commentaire. Donc, on a parlé du repo, mais le repo, c'est surtout pour financer les fonds d'investissement, tout ce qui est spéculation. En fait, il faut comprendre une chose. Donc, qui a accès au marché du repo? Qui fournit la liquidité au marché repo? En fait, le repo, tu considères ça comme une passerelle entre ce qu'on appelle le bank sector et non-bank sectors. C'est-à-dire que tu as des sociétés qui sont donc bancaires, qui ont des licences bancaires,
Donc par exemple, tout ce que tu peux utiliser, enfin Morgan Stanley, tous les gros, hein, c'est surtout eux qui fournissent de la liquidité. La liquidité, en fait, tu as 3 grands fournisseurs de liquidité sur le marché du repo. Morgan Stanley, comment il s'appelle, Goldman Sachs et la Fed, en fait, qui sont les plus grands fournisseurs de liquidité sur ce marché de repo. Et derrière, qui achète, c'est ce qu'on appelle les non-banking sectors, c'est-à-dire tous les fonds d'investissement qui n'ont pas les licences bancaires, mais qui interviennent sur les marchés. Et la différence, enfin le danger du marché repo, si tu veux, c'est que c'est pas une histoire que de taux, c'est une histoire que, en fait, tu as donc des acteurs régulés, donc Morgan Stanley, les grosses banques, celles qui sont bourrées de régulation, enfin bourrées, en tout cas qui sont régulées, qui sont surveillées pour la stabilité financière, qui suivent des règles très strictes. Et tu as d'un autre côté donc les non-bank sectors qui, eux, ont accès à ce pognon pas cher pour spéculer, mais qui, elles, ne sont pas régulées ou qui n'ont pas accès, enfin, qui n'ont pas le même niveau de régulation. Et elles sont complètement hors radar de la stabilité financière, et pourtant elles ont accès à une liquidité énorme à travers ce marché du repo. C'est hallucinant la quantité de pognon qui est échangée là-dedans. Et donc, le plus dangereux, en fait, c'est que les bank sectors, ceux qui ont les licences bancaires et qui sont surveillés, toutes ces opérations de repo, elles sont faites hors bilan. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le bilan. Ça veut dire que les choses, enfin, l'argent que la non-bank prête, que la banque prête à la non-bank sector, ce que fait la non-bank avec, ça n'entre jamais dans le bilan de la bank sector. C'est-à-dire qu'en fait, le spéculateur, il peut acheter de la grosse merde avec tout ce qu'il a acheté, avec tout l'argent qu'il emprunte. Ça n'arrive jamais dans les bilans de ceux qui ont prêté l'argent à la base. D'accord ? Puisque, en fait, c'est comme quand nous, on achète un CFD en tant que particulier, en fait, on ne possède jamais le truc. C'est pareil. Le repo, c'est ça. On propose un collatéral qui est du coup la valeur échangée, mais du coup, cette valeur-là, elle entre jamais en bilan. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, en gros, il faut vous dire un truc, c'est que ça permet à la liquidité de circuler sans qu'elle soit vraiment surveillée. Et aujourd'hui, on vous vend la sécurité du système bancaire et compagnie, mais en fait, la partie qu'on regarde dans le système bancaire, c'est pas celle qui est dangereuse. Celle qui est dangereuse, on la voit pas, et elle se passe dans les non-bank sectors et dans les dark pools et dans les compagnies, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as toute une économie qui est complètement, enfin, tu as tout un système, une partie du système financier qui tourne complètement hors de toutes les régulations, qui sont déjà pas bien grosses, hein, puisqu'on essaie de les faire sauter. Et il faut vous dire un truc, c'est qu'évidemment, quand on jettera les yeux dedans, on se rendra compte que tout est pourri. Et évidemment, ce taux, c'est un peu le centre de tout. C'est pour ça que je vous ai dit de regarder le repo, parce que c'est, encore une fois, je vous ai toujours dit, le problème du marché, c'est que le marché fait toujours de la merde, en fait. Le marché, son but, c'est pas de pricer l'économie réelle, son but, c'est de créer du pognon. Donc tout est basé sur la confiance. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, on va tellement loin dans la connerie qu'au bout d'un moment, la confiance se brise. Et je pense que dans ce cycle économique, il y a 2 ou 3 choses qui sont qui cristallisent la confiance. Le VIX et le taux de repo. Et je pense que quand le VIX va claquer, le taux de repo va claquer aussi, et derrière, on va comprendre que la teuf est finie et on franchira plus jamais une seule résistance sur les indices, ou alors très marginalement. On pourra aller sur le sommet historique, mais on le dépassera de 2%, et derrière, plus personne n'achètera. Il n'y aura que des demandes vendeuses. C'est pour ça que je pense qu'il faut surveiller ces 2 trucs. La manipulation du VIX et le marché du repo. La manipulation du VIX, je pense qu'on arrive au bout. Le marché repo, je pense que ça ne viendra que dans quelques mois. Et il faut bien comprendre que ça bloque le mécanisme de spéculation à court terme. C'est-à-dire que le jour où le marché repo passe au-dessus de 2%, vous savez qu'il n'y aura pas de bulle spéculative. Parce que ce sera plus possible. Ça coûtera trop cher, en fait. Voilà. Alors. D'accord. Alors ça, quand même, c'est la base du système, mais on va expliquer quand même. Donc... tu as forcément commencé comme être acheteur. Non. Alors en fait, ce qu'on appelle la vente, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. C'est-à-dire que tu peux vendre quelque chose que tu ne possèdes pas. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu passes un contrat d'obligation d'achat, mais futur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vends un truc que tu ne possèdes pas encore. Par contre, tu t'engages de façon obligatoire à l'acheter tôt ou tard. Donc c'est un engagement d'achat plus tard. Alors je sais, ça peut être un peu perturbant pour la plupart des gens, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le système financier. Voilà. Et évidemment, il va de soi que si tu vends à découvert,
Quand tu rachètes plus bas, bah, tu as donc vendu un truc à quelqu'un qui voulait bien l'acheter ce prix-là. Toi, tu vas le racheter plus bas. Tu bénéficies évidemment de la différence de prix en positif dans ton compte. Je n'arrive pas à piger pourquoi tu expliques ne jamais vendre dans la partie basse du canal. Alors oui, ça c'est important. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'encore une fois, c'est du risk management, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc. Voilà. C'est que quand tu gères ton risque au sein d'un canal, voilà. Donc en fait, le truc, c'est que si tu vends dans la partie basse d'un canal, tu fais ce que j'appelle moi du suivi de tendance. C'est-à-dire qu'en gros, bah, quand la tendance est bien installée, bien visible, tu racles les miettes. Okay. Mais il faut être conscient que quand tu fais ça, tes stops se trouvent toujours au-dessus, dans la partie hausse du canal. Donc tes stops sont très larges, tes objectifs sont faibles. Tu fais vraiment du trading de suivi de tendance. Et c'est des ratios souvent négatifs. Donc, tu es emmerdé. Voilà. Tu es emmerdé parce que du coup, soit tu mets tes stops trop proches et le marché peut aller les chasser. C'est l'erreur typique du suiveur de tendance, hein, qui va mettre des stops trop proches et puis le marché dans les pullbacks les dégomme. Erreur number one. Erreur numéro 2, c'est tu mets un stop trop loin et puis quand le marché est invalide, ça te coûte ultra cher. Donc voilà, moi je pense que, en tout cas, pour avoir une stratégie de trading bien rodée, bien équilibrée, il vaut mieux pas rentrer dans ce délire-là. C'est-à-dire te limiter à vendre à chaque fois dans le haut de canal, ne jamais vendre dans le bas de canal, ou alors vraiment si tu es chaud, quoi. Mais moi, je le fais pas. Moi, je préfère pas. C'est mes règles, hein, voilà, c'est comme ça. Je suis prêt à prendre des positions toujours dans les parties hautes. Mais encore une fois, moi, je suis un trader spéculatif. C'est-à-dire que la différence entre le suiveur de tendance et moi, c'est que le suiveur de tendance, il aura 95% de taux de réussite. Mais les 5% où il va se rater, ça va lui coûter très très cher. Bon, enfin, c'est plus 90, un suiveur de tendance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va vous donner un trade, 9 fois sur 10, il touche sa target. Et c'est pour ça que c'est joli, les suiveurs de tendance. Ils ont toujours raison. Mais en fait, ils vous parlent rarement de leurs pertes. Les pertes, elles font super mal quand vous êtes un suiveur de tendance. Parce qu'une seule perte, ça vous efface plusieurs gains. Ça vous efface 2-3 gains. Alors que moi, jamais de la vie, ça fonctionne comme ça. Moi, une perte, ça m'efface que dalle. Et un gain, ça efface 5 ou 6 pertes. Au minimum, voire 10 pertes des fois, et plus. Voilà. Et moi, je préfère ça comme approche. Mais encore une fois, c'est lié à ma psychologie. Il y a des gens qui ne supportent pas l'échec. Si vous avez du mal avec l'échec, il ne faut surtout pas spéculer parce que l'échec fait partie de la spéculation. Voilà. Donc, si vous avez du mal à admettre vos erreurs, ne rentrez pas dans un trading spéculatif. Moi, j'accepte totalement le fait que je peux me planter une fois ou deux fois quand je cherche un sommet. Encore une fois, hein, quand j'ai vendu le sommet américain, j'ai vendu là, j'ai vendu là, j'ai vendu là et j'ai vendu là avant d'arriver à celui-là. C'est-à-dire que c'était la plus longue série, c'est parmi les plus longues séries d'échecs que j'ai eues, hein, en sachant que j'ai toujours vendu proche des sommets, donc j'ai toujours vendu des bons prix. Je n'ai pas mal fait mon travail, mais après le marché m'a donné tort. Au bout d'un moment, j'ai quand même eu raison et je vous garantis que tout ça, ça a effacé tous les petits ratés avant. Hein. Voilà. C'est ça la spéculation, encore une fois. Mais moi, j'admets le fait que je peux avoir tort. Si vous avez du mal à faire ça, c'est-à-dire si vous vous dites ici, non, je sais que j'ai raison et que vous gardez votre vente, là, vous êtes dans la merde. Parce que là, pour le coup, quand le marché va vous donner tort plusieurs fois de suite, vous allez juste y laisser le compte. Et c'est vraiment pas l'objectif. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, alors qu'est-ce qui te rend sûr que c'est le dernier round de manipulation sur le VIX? Cette manière peut se répéter à l'absolu. Oui, tout à fait, mais la différence, encore une fois, quand tu manipules, tu décorrèles le marché. Enfin, tu crées une distorsion dans le marché. Et le problème, c'est que les distorsions, ça ne dure jamais longtemps. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fin. Ça ne peut pas continuer indéfiniment. Donc non, ça ne peut pas se répéter à l'infini, c'est clair. Et puis après, il y a un moment où tu arrives dans des... je ne sais plus, mais bon, oui, je crois qu'on a été à ce sujet-là. Donc oui, ça ne peut pas se répéter à l'infini pour cette raison-là. Et puis il y a un moment où en fait tu te décorrèles tellement. Et puis en fait, la manipulation, il faut comprendre que c'est un peu un système pyramidal dans le sens, enfin pas pyramidal, de type martingale, parce qu'en fait, plus tu manipules, plus tu dois injecter d'argent, plus tu augmentes tes leviers. Donc là encore, c'est un système qui ne peut pas durer à l'infini, qui est voué à une limite et à un échec cuisant à la fin. Enfin, en tout cas, une recorrélation brutale. C'est un peu comme le système décorrélation, recorrélation. Tout ça, c'est la même chose en fait. Décorrélation, recorrélation, on en avait parlé dans une vidéo. Manipulation, retour à la normale, c'est aussi une chose. Enfin, c'est des distorsions de marché qui ne peuvent pas durer. Et donc la question, c'est évidemment de limiter son risque au maximum quand on veut se foutre en face. Hein. Comme je vous en avais parlé, de la décorrélation euro-dollar, je vous avais dit, elle est allée bien trop loin, elle va revenir brutalement dans l'autre sens. Je ne m'étais pas planté. Hein. On a bien eu une très forte appréciation des indices européens
européens derrière. C'était prévu, encore une fois, ce truc-là. Et tout comme le scénario euro-dollar était prévu et basé là-dessus. Hein, voilà. Donc c'est bien le même système que je suis en train de préparer sur le VIX. Donc je vous dis, il ne faudra pas être surpris si le VIX part fortement à la hausse sans trop de pullback. Comme l'euro-dollar, il n'y a pas eu de pullback. Voilà. Parce que d'un coup, tout le monde voit qu'on est allé bien trop loin avant et que dans ce cas-là, tout le monde s'engouffre dans le même schéma. Et évidemment, plus personne ne fait le sens inverse. Voilà. Donc non, effectivement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est le dernier round de manip sur le VIP, mais franchement, cette fois, je pense qu'on est allé tellement loin dans la bêtise, et à mon avis, les capitaux injectés sont tellement trop grands, que là, le moindre petit dérapage, c'est l'explosion, et je pense qu'évidemment, il faudra mettre ça à profit. Oui, je serai là pour prendre leur pognon. S'ils n'ont pas sorti tous leurs achats, il est clair et net que je vais leur prendre du pognon et ils auront joué un jeu dangereux. Et moi, évidemment, je serai bien heureux de leur prendre leur fric. Bon, les tickers, on en reparlera dans une autre émission. Pourquoi tu as acheté de l'or physique? Alors oui, ça c'est intéressant comme question. Pourquoi tu as acheté de l'or physique si la tendance long terme est baissière? Effectivement, c'est logique. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ce que tu vois sur tes graphiques, c'est l'XAU USD, c'est-à-dire de l'or indexé en dollars. Ça, effectivement, pour moi, la tendance est baissière. Mais pas vraiment parce que l'or va baisser, parce que le dollar va monter. Et dans ce cas-là... c'est bien, mais en fait, les Américains, ils s'en foutent de l'or. Eux, ils sont partis du principe que l'or, c'est vieux et qu'on n'en a plus besoin, tout ça. Mais d'un autre côté, tu as les Chinois, qui pour moi sont la prochaine plus grande puissance mondiale. Hein. Je pense que les Américains vont perdre leur hégémonie. Ils ont toujours leurs armées, mais aujourd'hui, une armée, on s'en fout. On se bat sur le terrain économique et sur le terrain informatique. Et ça, les Russes l'ont bien compris sur le terrain informatique, les Chinois l'ont bien compris sur le terrain économique, et les Américains, mais en fait, il leur reste que leurs armes. Voilà, hein. Et eux, j'ai envie de dire, c'est eux, en fait, les vieux. C'est eux qui n'ont rien compris à la nouvelle économie et à la nouvelle façon de dominer le monde. Et je pense que ça va, ils vont le comprendre à la prochaine récession, malheureusement, malgré eux. Donc, ils ont un vieux président stupide qui leur fait de la vieille politique. En face de ça, vous avez des Chinois très intelligents qui ont une stratégie économique depuis plusieurs années et qui la mènent très bien. Et vous avez d'un autre côté un président russe très intelligent là aussi, qui a compris ses propres intérêts lui aussi, qui sait les défendre. Et c'est deux visions différentes, encore une fois. Hein. Mais moi, je pense que d'un côté, vous avez une vision très rétrograde, très passée de l'économie, côté américain, où on reprend les vieux schémas, et quand on n'a plus assez d'argent, on surveille l'inflation, le machin, le bidule, on va faire la guerre. Voilà, c'est très vieux comme pensée et comme mode de pensée. Et moi, je pense que ça va leur retomber dessus, tôt ou tard. Et ils ont fait la bêtise de vendre leur or aux Chinois. Et je pense que c'est une grosse connerie qu'ils ont faite. Voilà. Donc, pour l'instant, les contrats d'or en dollars ne valent rien, enfin, sont amenés à être en tendance baissière parce que les réserves d'or en dollars vont baisser. Maintenant, les réserves d'or dans les pays en dollars vont baisser. Mais moi, je pense qu'avoir un petit lingot à la maison, si ça doit vraiment mal tourner, c'est pas dégueu. Hein. Voilà. Donc encore une fois, j'ai pas mis tout mon capital là-dedans, mais j'ai acheté de l'or pour cette raison-là. Et j'ai pas acheté de l'XAU USD, j'ai pas acheté des contrats papier d'or, j'ai acheté de l'or physique, point barre. Voilà. Parce que si ça merde, demain, je veux pouvoir acheter quoi que ce soit comme monnaie qui sera. Si c'est des cryptos, des machins, tu accepteras toujours mon or. Hein. Tu peux être sûr de ça. Et puis au pire, j'irai vendre mon or aux Chinois si ça les intéresse. Je m'en fous, encore une fois. Mais je trouverai toujours quelqu'un pour acheter de l'or. Je ne trouverai pas forcément toujours quelqu'un pour acheter des euros après. Tu vois. Donc c'est juste ça. Hein. C'est juste que je répartis aujourd'hui mon stockage de valeur, pas que en euros, certainement pas que en or, et certainement pas non plus qu'en crypto-devises. Voilà. Mais moi, je vais acheter un peu de dollars, un peu d'or, un peu de... En fait, l'or, c'est pour pas acheter du yuan, parce que je pense que le yuan, c'est quand même pas un très bon choix à l'achat en ce moment. Donc voilà, j'achète de l'or pour m'exposer à l'économie chinoise, qui, eux, stockent leur valeur plus dans l'or au cas où ça merde. D'ailleurs, acheter du rouble ne serait pas non plus une stratégie complètement stupide, avoir un peu de rouble, voilà, pour une raison X ou Y, mais... Je pense qu'il faut jouer ça, en fait, il faut jouer les blocs. Acheter un peu de dollars au cas où je me sois planté et que malgré tout les Américains arrivent à tirer leur épingle du jeu. Acheter de l'or pour jouer la partie chinoise parce que je trouve ça plus intelligent que d'acheter du yuan. Et peut-être acheter un peu de rouble pour être tranquille face au bloc soviétique. Enfin, non, faut pas appeler ça comme ça, je vais me faire engueuler. Mais voilà, enfin bref. Et donc ça, je crois qu'on a terminé, puisque là, on en revient à Live-Room. Je vais regarder s'il reste un... Je souhaite partir vivre au Canada, et je regarde tes vidéos.
quand est-ce que je pourrais convertir mes euros en dollars? Ben, c'est une bonne question. Mais Eurocad, on va regarder rapidos. Allez. Ah bah là, effectivement, tu vois que tu n'es pas dans le meilleur schéma. Hein. Ouais. Bah là, tu es en fin de conso, donc effectivement, tu es sur des supports, oui. Tu vois, tu as un petit support là, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, de tester. Celui-là, il a déjà... Non. Donc, tu as deux supports, là et là. Donc, ce qui fait que là, bah, au jour d'aujourd'hui, là, si tu veux échanger tes euros en CAD, c'est pas le best timing, là, j'ai envie de dire. Tu es vraiment au plus bas. Tu vois, on a bien testé les deux supports. On est sur le deuxième. On est déjà en train de refranchir des résistances. Je dirais que tes euros vont s'apprécier en CAD. C'est-à-dire que là, si tu le fais aujourd'hui, voilà, regarde, en plus, tu n'es pas sur des signaux boules. Ouais, là, c'est parti pour que l'euro se réapprécie face au CAD. Tu as bien deux vagues de baisse. On va regarder à plus long terme s'il y a des choses. Ouais, voilà. Donc, tu es dans un cycle acheteur, mais là, tu es au bottom. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est le pire moment pour le faire. Et par contre, ouais, non. Donc, tu es dans un range. Moi, je dirais que si tu peux le tirer jusque-là, c'est pas mal. Mais je ne viserai pas plus haut que ça. Je pense que tu iras difficilement là. Voilà, les deux bons prix, entre guillemets. Là, je pense que tu as un sommet de marché, hein, quand même. Je pense difficilement que ce truc-là ira plus haut. Tu vois, c'est un marché qui évolue à chaque fois en deux vagues. C'est un marché purement de range, en fait. Hein, tu vois, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Je pense que la phase de hausse est terminée ici. Et que là, en fait, tu es en train de tirer une première vague A. Ça peut aller un peu plus bas encore, hein. Mais moi, je pense que là, il faut viser les résistances et pas targeter beaucoup plus que ça. Donc, tu as ça en résistance. Si tu veux des bons prix pour travailler, travailler le truc, quoi. Tu as là, effectivement, une petite là. Mais voilà. Moi, je favoriserais effectivement celle du milieu pour plusieurs raisons. Parce qu'elle va se situer sur des ratios Fibo et des trucs comme ça. Donc, effectivement, moi, j'aurais plutôt tendance à favoriser celle-là. C'est-à-dire, là, dire par là, dans cette zone-là. Là, c'est très intéressant de le faire, mais encore une fois, c'est pas sûr que ce sera proposé. Voilà. Donc moi, je dirais à juste milieu pour essayer de bien tirer le truc. J'essaierai de prendre par là un 56 et puis un 59 s'ils peuvent être proposés. Voilà. Sachant que là, tu auras franchement, tu es parti pour remonter un peu là. Tu es sur une phase ascendante, tu vois bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu as ta première vague A qui est en train de se faire et qui est probablement terminée. Donc tu t'attends à une B et puis une C derrière. Moi c'est ça, théoriquement, le schéma que j'aurais dans la tête là. Et tu reviens chercher ce support derrière. Ça veut dire que pour tes euros, là, tu es sur support. C'est pas le best price. Il faudra penser à pas oublier non plus les résistances et probablement au courant de l'été à venir un truc comme ça. Voilà. Pendant les retracements des dollars. Hein. Voilà. C'est-à-dire, nous, normalement, là, tu devrais avoir effectivement une petite réappréciation très légère de l'euro par une dépréciation des dollars. Et donc moi je verrais ça. Voilà, pendant l'été, tu penses à changer tes trucs, on va dire en juillet, août. Ça me semble être un bon timing. C'est par là que tu devrais être sur les niveaux de résistance. Pour répondre à ta question, a été testé en daily. Fonctionne-t-il en scalping? Oui, je le teste. Je n'ai pas testé l'indicateur en daily en fait. Hein. Moi l'indicateur, si tu veux, c'est un truc qui fonctionne sur tout en fait. Comme je vous l'ai dit, tant qu'il y a des cycles sur les prix et que votre momentum c'est pas juste du bruit, normalement la stratégie fonctionne avec les indicateurs. C'est un peu le principe. C'est encore une fois, si je vous avais codé un truc avec 3 patterns à la con à l'intérieur, le truc n'est pas adaptable parce que s'il y a 3 patterns, si vous êtes sur un marché A, ça marche bien, puis sur un marché B, ça marche pas. Voilà. Alors là aussi, il y a des marchés sur lesquels ça marche moins bien, mais il y a à peu près 500 patterns dans Sine Wave, il y en a à peu près 150 à 200 dans Momentum. Donc autant vous dire que j'ai tout fait pour que ça s'adapte entre guillemets un peu à tous les marchés. Après, il va de soi que plus il y a de bruit, plus c'est difficile pour les indicateurs de pécho des vrais bons signaux. Mais encore une fois, si vous avez fait votre analyse derrière, le but c'est que normalement vous devez vous limiter à une zone de prix assez restreinte dans laquelle vous voulez avoir un signal pour limiter votre risque. Voilà, normalement, ce job-là, ils le remplissent très bien les indicateurs. Voilà. Quel que soit le time frame, daily, 2 minutes, ce que vous voulez. Tant qu'il y a des cycles, normalement ça fonctionnera, ça vous donnera des signaux de qualité pour limiter le risque. Donc ça j'ai répondu.
Alors, oui, ok, 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 d'accord. Bah, oui, tu peux prendre des trackers short, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà, soit tu achètes des puts, soit tu prends des trackers short, soit tu vends à découvert, point barre. Voilà, il y a il y a 50 000 façons d'obtenir la même chose dans les marchés. Hein. Voilà, ce qu'on appelle les produits dérivés. Tu as 50 millions de façons d'arriver au même problème, enfin à la même solution. Euh, on te croit, mais tu nous dis toujours je suis acheteur-vendeur, mais si tu es si bon, pourquoi tu nous montres jamais tes revenus grâce au Bitcoin? Moi, j'aimerais bien voir. Alors, je ne comprends pas bien ta question. Pourquoi tu nous montres jamais tes revenus grâce au Bitcoin? Ah, d'accord, ok, tu veux un track record en fait. Tu veux, voilà. Donc, il faut comprendre un truc. Moi, ça fait des années que je suis chez un broker qui s'appelle IG, d'accord. Et le truc, c'est que si tu veux, je te sors un track record, mais d'une part, qu'est-ce qui te dit que je ne vais pas faire du Photoshop dessus? Parce que c'est un truc qui est très à la mode, qui a été à la mode il y a plusieurs années. Hein, c'est-à-dire qu'on publiait du track record, puis en fait, c'était du joli Photoshop. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que je publie rien tant que c'est pas infalsifiable. D'accord. Et là, je suis en train de changer de broker. Je passe chez un autre broker qui, lui, est compatible avec ce qu'on appelle MyFXBook. MyFXBook, c'est un truc qui est infalsifiable. C'est-à-dire ça va aller récupérer tes résultats de compte de trading et ça va te tracer donc ta courbe de revenus, ton machin, ton bidule. Donc, si tu veux, il faut partir du principe déjà que pour analyser une courbe de revenus, il faut qu'il y ait suffisamment d'historique. Donc là, je suis en train de m'occuper de ça. Je m'en occupe pendant l'été. Il faut être conscient que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que je clôture les positions sur l'ancien compte. Voilà, c'est chiant. Donc, je suis en train de le faire. Ce sera probablement terminé cet été. Normalement, à la rentrée, je serai 100% sur le nouveau compte. Donc, il va de soi que derrière, je vais attendre d'avoir un an d'historique pour que les statistiques soient véritables. Et après, évidemment, je vous rendrai mon compte public. C'est-à-dire que vous aurez un track record infalsifiable, vous saurez combien je gagne en pourcentage sur une année, mais je ne vais pas vous publier le truc avec un mois d'historique, ça ne voudrait rien dire. Voilà. Donc je vous publierai, c'est prévu, encore une fois. Normalement, je ne vous dois rien, hein, encore une fois. Moi, je ne vous vends pas de réussite stupide, mais je le ferai pour la transparence, tout simplement, surtout pour bien faire fermer leur gueule à ceux qui peuvent penser le contraire. Mais encore une fois, voilà, je ne pouvais pas le faire avant, c'est pas que je ne voulais pas, hein, mais encore une fois, après, moi, je pars du principe que si tu veux, en termes de transparence, moi je vois difficilement comment je peux faire plus, puisque je vous dis les prix sur lesquels je vais intervenir avant, je vous dis quels signaux je veux voir avant. Okay, je veux dire, à partir de là, normalement, je ne vois pas comment je peux faire mieux que ça. Voilà. Je peux pas comment je vous dis même quel levier j'applique sur les positions. Enfin, c'est voilà. Bon, après derrière, encore une fois, je peux te faire des screenshots, des machins, tout ce que tu veux. Ça n'a aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, avec Toshop, tu fais ce que tu veux. Donc, il faut bien comprendre que si je t'envoie un truc, ça ne veut rien dire. Le jour où je t'enverrai un truc, ce sera infalsifiable. Point barre. Je préfère ne rien donner que de donner un truc qui peut être critiquable. Le jour où je te publierai mon track record, tu pourras rien dire. Oui, ben, encore une fois, mais par contre, ça, c'est pas une bonne, voilà, il faut faire attention. Déjà, d'une, on suit jamais quelqu'un, c'est ce qu'on appelle suivre un gourou, et c'est dangereux. Alors, je sais qu'il y en a certains, malgré vous, ben, vous le ferez, même si je fais tout pour vous empêcher de le faire. Il faut jamais suivre bêtement quelqu'un, et encore moins la rationalisation que tu me donnes là, c'est-à-dire, si tu me disais d'acheter des patates à 30 euros, tu achèterais un sac. Non, voilà. Encore une fois, si moi j'achète 3 patates à 30 euros, achète 3 patates à 30 euros. Et vu que tu suis, achète-en peut-être qu'une à 10 balles. Tu vois ce que je veux dire? Mais acheter tout un sac, c'est non, je fais des erreurs moi aussi. Hein. Et malheureusement, bah, si quand je fais une erreur, moi ça me coûte 30 euros et toi ça doit te coûter 600 balles parce que tu as acheté tout un paquet, c'est un peu dommage. Voilà. Donc faites gaffe, alors, évidemment, avec ce truc-là. Oui, tu peux shorter jusqu'à 1,30 au final, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on peut être en désaccord. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise le marché. Voilà. Juste, je prends un truc comme il est et voilà. Bon, allez, voilà. Du coup, là, on arrive quand même sur les vieilles questions. Je crois que tout ça... Ah, mais non, même pas. On est toujours sur il y a un jour. Ah, oui, ça, c'est... Je pense qu'on a vu la même émission. Et effectivement, c'était très intéressant. Alors,
Alors, je ne conseille pas les brokers, je n'aime pas faire ça. Encore une fois, moi je réponds toujours une seule chose à cette question-là. Moi je ne vous oriente pas parce que le choix d'un broker ça doit être personnel et je préfère que ça le reste. Donc vous faites vos recherches, vous allez trouver votre broker vous-même. Moi je vous dis chez qui je suis et vous prenez ça pour ce que ça vaut, c'est-à-dire juste celui chez qui je suis. Il ne faut pas y aller si vous n'avez pas fait votre propre analyse de marché. Moi je suis chez Active Trades, point barre. Et j'étais chez IG avant, c'est aussi tout à fait recommandable. Oui, alors ça j'ai répondu il y a 2 jours je crois. Mais DTGRT, c'est pas ça qu'il faut rentrer. Voilà, il faut choisir l'onglet. Donc c'est Quandl, il faut taper donc Quandl, .com/DGRT. Voilà, c'est ça qu'il faut taper dedans. Hein. Donc je vous le rappelle, c'est ça qu'il faut taper. Vous mettez ici, vous faites Quandl.com/DGRT, je crois. Non, DTGRT, merde. Bon. Mais voilà, si vous tapez DTGRT, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment faire Quandl.com/DTGRT. Et là, ça marche. Voilà. OK. Allez, je vous souhaite pour de bon une bonne journée. Là, on a remis 31 minutes de réponse aux questions maintenant.